Et je commencerai par une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Georges Canguilhem, celui qui a quand même le plus insisté sur l'impensé cognitif de la norme, et sous l'influence de son élève Foucault, dans sa postface au roman pathologique en 67, il se laisse enseigner par son élève, bon, ce qui est assez extraordinaire à cette époque-là, et de nos jours, ça serait pire à mon avis, mais si vous voulez, il se laisse enseigner et il reconnaît que non seulement il y a un impensé cognitif, mais un impensé social et politique. J'étais pas tout à fait dans les engagements politiques du médecin, philosophe, résistant qui était Canguilhem, qui était plutôt centre-droit pour aller vite. Hein. Il reconnaît ça. Et il écrit « S'il est vrai que l'expérience de normalisation est expérience spécifiquement anthropologique ou culturelle, il peut sembler normal que la langue ait proposé cette expérience l'un de ses premiers champs. La grammaire fournit une manière de choix à la réflexion sur les normes. Au XVIIe siècle, la norme grammaticale, c'est l'usage des bourgeois parisiens cultivés, en sorte que cette norme renvoie à une norme politique, la centralisation administrative au profit du pouvoir royal. On commence par les normes grammaticales, pour finir par les normes morphologiques des hommes et des chevaux, en passant par les normes industrielles et hygiéniques. Donc vous voyez, on a là, chez Foucault, qui est une véritable merveille, on a en somme ce contexte, cette niche écologique d'où naissent les normes. Il faut savoir, pas plus que ça, mais il faut savoir, si vous voulez, que les termes normal ou anormal sont très récents. Foucault a bien évidemment cette extension sociale de la norme, c'est le 19e, n'est-ce pas? Jusque-là, le terme était peu employé. Alors, prenant le risque de parler devant des juristes, je souhaite bénéficier de leur lumière pour écrire une question qui me taraude quant à une possible évolution aujourd'hui d'un gouvernement par les coutumes qui viendrait remplacer le gouvernement par les lois. Vous avez reconnu, n'est-ce pas, la question de Montesquieu reprise par Hannah Arendt. Ce qui signifie que par le truchement des dispositifs de normalisation, les lois ne feraient plus recette, elles ne feraient que formaliser des coutumes et des normes, et donc elles perdraient ainsi le caractère sacré et souverain des lois traditionnelles. Vous l'avez compris, en dessous, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis entre parenthèses, il y a bien l'idée d'un déclin de nos démocraties, une chute de nos démocraties, n'est-ce pas, qu'anticipait Montesquieu à propos des gouvernements. Lui, c'était pas la démocratie, mais à propos des gouvernements. Chacun des sens objectifs et subjectifs de la norme, vous le savez bien, n'est-ce pas, la norme, ça a été établi par Canguilhem, Lalande et bien d'autres, n'est-ce pas. La norme, c'est un sens objectif, il est normal que l'eau boue à 100 degrés, etc. Mais il est aussi normal d'apprécier les beaux tableaux, les belles femmes, etc. Dans un cas, on est dans le qualitatif, si vous voulez, dans l'autre cas, on est dans le quantitatif. Mais dans les deux cas, la norme oblige, mais elle n'oblige pas au nom des mêmes valeurs. Ou bien elle oblige au nom de valeurs qui se prétendent objectives, ou bien elle assume en quelque sorte le caractère subjectif, esthétique des valeurs. L'étymologie du mot norme, vous connaissez, c'est norma, c'est l'équerre, donc c'est ce qui tombe droit. Et donc, comme le disait votre collègue et mon amie Catherine Thiberge, professeure de droit, la norme, c'est ce qui fait à la fois le tracé et la mesure. C'est à la fois ce qui permet, si vous voulez, d'établir un comportement ou d'établir un point, et en même temps de le corriger selon une normative. Et normal, ce qui tombe droit, perpendiculaire, comme nous l'appelons, qui ne penche ni à gauche ni à droite. Dans son sens moral et imagé, la conduite normale sera une conduite droite et juste. Le projet pédagogique de remise au bon niveau, de redresser toujours à l'arrière-plan, il y a aussi une très belle phrase de Foucault que je n'ai pas le temps de citer, où il dit « La norme n'est pas là pour exclure, au contraire, elle a une valeur d'inclusion et de norme et de correction. La norme, ce n'est pas fait pour écarter, c'est fait pour inclure et corriger. » Donc, comme le remarqué Canguilhem, le concept de norme est un concept polémique. Et comme l'a repris Foucault, non seulement il est polémique épistémologiquement, mais il est aussi politique. L'apparition de normal, je vous l'ai dit, au sens régulier ne date du XVe siècle, et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe qu'il apparaît dans des décrets pour désigner les écoles qui forment des professeurs en France, l'école normale. C'est d'ailleurs à partir de cette époque, et plus encore tout au long du XIXe, que l'extension linguistique du terme de norme et finalement désigne en même temps ou accueille en même temps l'extension sociale des dispositifs normatifs. C'est pour ça que Foucault dit toujours la norme est seconde par rapport aux dispositifs de normalisation dans nos sociétés. Ce n'est pas les normes transcendantales des théocraties.
Et donc, il écrit qu'à la fin du XVIIIe, la France normalisait ses canons et ses professeurs, l'Allemagne normalisait ses médecins. Donc, ce bref rappel, si vous voulez, pour souligner encore une fois les conditions historiques et sociopolitiques qui rendent inséparable la naissance des États modernes en Europe, la gestion biopolitique de leur population et la normalisation des pratiques des savoirs qui les redressent. Et les redressant, en quelque sorte, inclut dans leur manière de vivre et de penser, justement, cette norme, c'est ce que aussi il faut appeler le biopouvoir, à propos, bien sûr, de l'utilisation, notamment des sciences médicales, hygiène et psychologie d'ailleurs aussi. Donc nous ne sommes plus dans des sociétés disciplinaires qui, au nom de la transcendance, imposent souverainement des normes, des lois. Nous sommes dans des sociétés de la norme, et c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure, je ne vais pas le reprendre. Nous sommes entrés dans un type de société où le pouvoir de la loi est en train, non pas de régresser, bien sûr, mais de s'intégrer à un pouvoir plus général, la norme. Donc nous sommes dans des sociétés sécuritaires, ce que Deleuze appelait, vous le savez, des sociétés de contrôle. Et ce qui est très important aussi, c'est que les normes, aujourd'hui, elles sont moins dans des instances constituées ou des institutions dont la finalité s'avoue comme, par exemple, sécuritaire ou normative. Ce qui est intéressant, c'est que ces normes sécuritaires, aujourd'hui, elles sont aux extrémités d'autres institutions. C'est-à-dire, par exemple, la famille. La famille, c'est pas fait pour repérer les enfants turbulents, à risque ou ayant des problèmes. Or, tous les rapports de l'académie, tous les rapports de la HAS, etc., invitent les parents à dépister, à avoir un pouvoir de contrôle et de normalisation sur leurs propres enfants, qui doivent signaler comme des enfants en problème. L'école, c'est pas fait non plus pour repérer les troubles oppositionnels de provocation ou les troubles de conduite, et pourtant, et alors avec Blanquer, ça ne va que s'accentuer, n'est-ce pas? Vous comprendrez ça, n'est-ce pas? Non, c'est pas grave, j'ai déjà publié sur Blanquer. Mais dans l'IB, l'humanité, ailleurs. Mais si vous voulez, il va de soi que on voit bien comment l'école est invitée de plus en plus à repérer les anormaux. Donc si vous voulez, à l'extrémité, je parle même pas de la médecine, donc à l'extrémité, si vous voulez, de toutes ces institutions qui ont d'autres finalités que le contrôle sécuritaire, qui ont d'autres finalités, si vous voulez, que le quadrillage des individus, à l'extrémité de ces institutions se rajoute ce pouvoir de contrôle et de normalisation. Ce point est extrêmement important. L'université, c'est pas fait, à ma connaissance, si vous voulez, pour normaliser le comportement des gens. C'est pas fait pour leur définir une stratégie opportuniste et cynique de pouvoir se placer sur le marché des publications, sur le marché des affaires. Et pourtant, tout est mis en place pour qu'ils adoptent ce type d'habitus de manière à survivre, d'abord à l'université, et ensuite, bien sûr, dans leurs relations amicales, familiales, amoureuses, etc. Et donc, ils sont civilisés dans leurs mœurs en fonction, si vous voulez, de normes préétablies qui sont indirectement des valeurs. Alors même que ça n'est pas la rationalité substantielle qui est mise en avant, mais dans cette manière où le savoir n'est plus qu'une syntaxe, en quelque sorte, s'acquiert une façon de penser la valeur. Alors, Foucault écrit, le pouvoir fonctionne, le pouvoir s'exerce en réseau, et sur ce réseau, non seulement les individus circulent, mais ils sont toujours en position de subir et aussi d'exercer ce pouvoir. Ils ne sont jamais la cible inerte ou constantante du pouvoir, ils en sont toujours les relais. Autrement dit, le pouvoir transite par les individus, il ne s'applique pas. Alors, pour finir, si vous voulez, donc vous l'avez compris, il y a plein de dispositifs, je ne vais pas le développer, mais pour juste vous poser une question sur ce qui me tracasse, Catherine Thiberge est venue à l'appel d'Isabelle à plusieurs reprises, nous a exposé notamment un cas qu'elle a lié à la densification normative, comme elle l'appelle, à la force de la norme, comme elle l'appelle, qui montre bien comment la norme, à la fois, vient remplacer la loi et en même temps risque de l'influencer. C'est, si vous voulez, un truc très, très simple, très bête, une peccadille dans l'océan de grande réforme. C'est en gros, il y a un décret, je ne sais plus, bon, peu importe, qui va permettre de, si vous voulez, c'est un arrêté ministériel qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2009 et qui permet en somme de, si vous voulez, d'alléger le service d'enseignement d'enseignants-chercheurs qui, par ailleurs, ont des responsabilités diverses et variées. Et donc, du coup, on va aménager leur service pour qu'ils soient moins, si vous voulez, chargés.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vous passe, si vous voulez, très vite le détail, mais le pouvoir administratif de l'université tente de mettre en place, en gros, non pas une décharge des services, mais pour attendre une surcharge des services des enseignants qui n'ont pas d'autre responsabilité que l'enseignant. C'est-à-dire, en gros, calcule un nouveau référentiel d'horaire d'enseignement en s'appuyant sur cet arrêté et qui donc modifie de ce fait le statut des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de la possibilité d'alléger, mais il s'agit de réorganiser les services et donc, in fine, le statut des enseignants-chercheurs à partir de ce référentiel horaire. Alors, comme on n'a pas le temps, je fais très très vite, mais elle s'est battue là-dessus pour la raison suivante, c'est que ensuite, ce référentiel horaire étant voté en conseil d'administration, étant voté en conseil du FR, etc., il était en quelque sorte acquis, acté par des actes qui, eux, étaient légaux. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà un élément normatif qui, en plus, est illégal du point de vue, si vous voulez, statutaire, puisque les syndicats avaient refusé ça lorsqu'il y avait eu une négociation avec l'administration, n'est-ce pas ? Voilà donc, en quelque sorte, une norme qui, si elle était passée, aurait été actée par des éléments législatifs et donc aurait acquis, en quelque sorte, un pouvoir législatif qu'elle ne risquait pas de détenir au départ, puisque le monde syndical et professionnel l'avait refusé. Donc voilà, si vous voulez, quelque chose qui me paraît extrêmement important, puisque l'application gestionnaire du référentiel inverse le sens de la loi établie par le texte ministériel. Donc on risque là d'être tout à fait, si vous voulez, dans un cas de densification normative, qui, en se nourrissant de la force intériorisée par les acteurs, vient remplacer, en quelque sorte, les pouvoirs publics. Et vient, en quelque sorte, modifier une loi. Alors, c'est d'autant plus important, pour finir, que, vous le savez, votre doyen, votre ex-doyen, en tout cas Jean Carbonnier, qui est mort en temps, je crois, a écrit un livre passionnant sur la passion du droit sous la Ve République, où il a fait état de cette inflation, de cette enflure du droit et des lois pour gérer des problèmes quotidiens. C'est-à-dire que nous sommes là, il dit lui-même, ça je vais juste le citer pour vous poser ensuite juste la question, n'est-ce pas ? Il parle, si vous voulez, de ce que moi j'appelle le droit rouge, j'espère que je ne me trompe pas, les textes qui nourrissent le plus le phénomène, décrets de ministère, normes de Bruxelles, etc., doivent à leur origine bureaucratique d'ajouter à l'inflation quantitative une sorte d'inflation qualitative, rhétorique, de tant de minuties qui auront force et obligatoire, l'inflation se grossit d'enflure, sous cette dégradation de la forme se devine quelque chose d'infiniment plus grave, un changement profond dans la nature des lois. Ce n'est plus la proclamation du règle général et permanente, c'est un procédé de gouvernement ou de gestion, une sorte de note de service à réitérer et à réadapter sans répit. Donc vous voyez, on a là quelque chose où la loi tend à abdiquer en faveur d'une espèce de jurisprudence prise dans des automatismes et des procédures. Alors, moi je ne suis pas compétent, mais si vous voulez, ça me frappe parce que ça répondait, quand j'ai écrit notamment l'affaire des imposteurs, mais d'autres choses aussi par rapport à ça, j'avais l'impression que justement, aujourd'hui, la technique était devenue le bras armé de la colonisation néolibérale des mœurs, vous voyez, et donc, en s'appuyant sur des référentiels normatifs, on n'a plus besoin de lois, parce que les lois, on le voit bien, moi j'ai négocié la loi Accoyer avec les ministères sur le statut des psychothérapeutes, si vous voulez, on a bien vu comment, sans arrêt, la loi a été réécrite, parce qu'elle a été réécrite en fonction des différents rapports de pouvoir et des lobbies dans l'opinion. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, elle n'avait pas une force souveraine, je dirais. Et elle a pas, on a vu comment les décrets d'application ont repris ce que la loi de 2009 avait établi. Enfin, il y a eu ensuite une correction par un arrêté ou une circulaire Fillon, je ne sais plus, qui rétablissait les psychologues dans leurs droits. Enfin, donc, on voit bien comment, si vous voulez, la loi n'est plus sur, telle que Foucault la définissait, entre le permis et l'interdit, puisqu'en gros, elle est sans arrêt, elle est écrite. Alors, ma question pour vous, si vous voulez, on se souvient qu'Anna Arendt, reprenant à son compte des analyses de Montesquieu, rappelait que, je cite, la chute des nations commence dès lors que la légalité est ébranlée, soit que le gouvernement en place abuse des lois, ou que la source de leur autorité devient douteuse et contestable.
En résulte que la nation, de concert avec sa croyance en ses propres lois, perd sa capacité à engendrer une action politique responsable. Le peuple est citoyen au sens propre. Vous m'avez informé, hein. Voilà, alors, vous voyez, si je m'appuie un peu sur Montesquieu et Hannah Arendt, la grande question que je suis en train de poser, c'est est-ce que, en somme, on n'assiste pas à une espèce de dislocation aujourd'hui du pouvoir législatif ou du pouvoir des lois, et donc en arrière, bien sûr, de la force du politique qui les met sur la scène parlementaire, sur la scène de débat, et est-ce qu'en lieu et place, on ne va pas de plus en plus assister, en quelque sorte, à une profusion de droits mous ou de normes, donc c'est à vous de m'expliquer un peu, et est-ce qu'en gros, ça ne veut pas dire que nous sommes au bout du courage législatif de nos démocraties? Et je termine, vous me permettez, dans la 30 secondes que vous m'autorisez encore, à citer Solzhenitsyn, au retour des camps. Il tient un très beau discours en 1978 à Harvard, où il écrit « L'Occident qui ne possède pas de censure opère pourtant une sélection pointilleuse en séparant les idées à la mode de celles qui ne le sont pas. Et bien que ces dernières ne tombent pas sous le coup d'aucune interdiction, elles ne peuvent s'exprimer vraiment ni dans la presse périodique, ni par le livre, ni par l'enseignement universitaire. L'esprit de nos chercheurs est bien libre, juridiquement, mais il est investi de tous côtés par la mode. Sans qu'il y ait comme à l'Est violence ouverte, cette sélection opérée par la mode, ce besoin de tout conformer à des modèles standards, empêche les penseurs les plus originaux d'apporter leur contribution à la vie publique et provoque l'apparition d'un dangereux esprit grégaire qui fait obstacle à un développement digne de ce nom. C'est ainsi que les préjugés s'enracinent dans les masses. Alors la question c'est, est-ce que nous y sommes pas ?